Gros soupir. Le complexe du républicain, obsédé de louper le train du progressisme, a encore frappé par la bouche de Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Oui, il existe encore des républicains à l'Assemblée. Cela peut paraître surprenant, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a quelques jours, ce monsieur Abad expliquait dans les colonnes du Parisien que la droite était tout à fait favorable à l'IVG en tant que telle. Fin de citation. Damien Abadacabrantandesque ne nous a pas demandé notre avis avant de sortir une ânerie pareille. Tout dépend de ce que l'on entend par la droite naturellement. Et il vient de récidiver à l'occasion d'un séminaire entre parlementaires en nous expliquant cette fois que, j'ouvre les guillemets, les Français veulent une droite qui n'est plus l'antichambre de combat d'arrière-garde, mais l'avant-garde des combats de la nouvelle génération. Fermez les guillemets. Il aurait tout de même pu pousser le raisonnement en disant que l'arrière-garde devenant l'avant-garde, l'avant-garde devenait forcément l'arrière-garde, qui redevenait donc mécaniquement l'avant-garde et poussait l'avant-garde à l'arrière-garde. C'est beaucoup plus clair comme ça, non? La droite, les Français, manifestement, M. Abad a une fâcheuse tendance à généraliser et à prendre ses désirs obscurs pour des réalités. Alors comme ça, les Français en ont marre des combats d'arrière-garde. Qu'est-ce qu'il entend exactement par là? S'il estime que la lutte contre l'IVG généralisée est un combat d'arrière-garde, c'est qu'il n'a probablement pas lu le dernier sondage qui nous explique que 92% des Français sont convaincus que l'avortement laisse de graves séquelles, tandis que 73% des Français pensent qu'il faudrait tout faire pour l'éviter. Il est toujours consternant de constater que les membres de la droite dite gouvernementale se sentent obligés d'enfourcher le cheval du modernisme et de la fausse innovation pour donner le sentiment qu'ils vivent avec leur temps. Généralement, ça ne marche pas et ça agace profondément. Cela nous rappelle Christian Jacob qui, il y a quelques semaines, répondait à Christian Estrosi, tenté par les sirènes macroniennes. Jacob évoquait le progrès, entre guillemets, mot joker et assurance commode du politicien de droite qui le dégaine quand il ne veut pas apparaître comme un méchant conservateur réactionnaire. Finalement, deux solutions se présentent pour comprendre Abad. Première solution, si je prends mon logiciel de traduction Google, que je choisis comme langue de départ verbiage politicien et que je choisis comme langue de destination bon français, les propos de M. Abad sont traduits par Google de la manière suivante. Vive Emmanuel Macron et surtout pas d'alliance à droite. C'est assez limpide finalement. Deuxième solution. Damien Abad se désole en fait de la persistance des vieilles lunes gauchos libertaro-marxistes. En voilà des combats d'arrière-garde. Il souhaite la réussite des combats de la nouvelle génération, une génération décomplexée qui n'a pas peur de mettre des mots sur les vrais problèmes, identité, insécurité, immigration, islam et j'en passe. Alors, quelle est la bonne interprétation ? La droite française étant une fabuleuse machine à perdre, j'ai malheureusement peur que ce ne soit pas celle que nous attendons. Sur cette triste réalité, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Connaissez-vous Alice Coffin? Comme vous ne la connaissez probablement pas, je vais vous conter de ce pas le fabuleux destin d'Alice Coffin. Cette dame, j'ose l'appeler ainsi, alors qu'elle considère peut-être que c'est une insulte par les temps qui courent, on ne sait jamais. Alice au Pays des Merveilles est donc une élue Europe Écologie Les Verts, siégeant au Conseil de Paris depuis les dernières municipales. Elle est aussi journaliste, cofondatrice de la Conférence européenne lesbienne et de l'Association des journalistes LGBT. Voilà pour ses faits d'armes et ses titres de gloire. Cette dame, disais-je, a récemment effrayé la chronique car elle fait
partie d'une nouvelle génération de féministes qui vomit sa détestation de la gente masculine avec encore plus de systématicité et d'énergie que la génération d'avant, c'est vous dire. Donc, pour Madame Coffin, tout ce qui est masculin, c'est mal. Masculin, mal, mal. Tout ça, ça commence pareil. Ce n'est certainement pas un hasard, évidemment. Tout ce qui affiche une quelconque parenté avec le chromosome Y est à ses yeux suspect. Elle est fière de ne pas avoir d'homme dans sa vie. « Alice, je veux tenter ma chance. » Car, ouvrez les guillemets, ne pas avoir un mari, ça l'expose, je la cite, à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. Fermez les guillemets. Eh bien moi je vous le dis, elle n'a pas tort, Alice au pays des merveilles. Je téléphone tous les jours de mon bureau à mon épouse pour lui demander si le soir, elle préfère être violée, tuée ou tabassée. Elle met toujours du temps à me répondre, elle pourrait aller plus vite, moi j'ai pas que ça à faire, je suis au bureau quand même. Bon, Madame Coffin est une pure et une dure. Dans son dernier ouvrage intitulé « Le génie lesbien », elle nous explique qu'elle ne lit plus de livres écrits par des hommes, qu'elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, qu'elle n'écoute plus de musique composée par des hommes. Je ne la compterai donc pas dans mes auditeurs tristes sur TV Liberté. Quel dommage, j'en pleurniche de dépit. En revanche, il faudrait qu'elle nous explique pourquoi elle s'obstine à se coiffer comme un homme et à s'habiller comme un homme. Il y a quelque chose qui m'échappe. Dans ses dernières déclarations, Madame Coffin a poussé le bouchon un peu trop loin. Du coup, son employeur, encore un nom masculin, quelle horreur, a décidé de se passer de ses bons et loyaux services. Et cet employeur, quel est-il, ou plutôt quel était-il? Allons, allons, on se réveille, quel était-il? Eh bien, je vous le donne en mille, son employeur était le célébrissime Institut catholique de Paris, la Cato rue d'Assas pour les intimes. Jusqu'à ces derniers temps, la brave dame y dispensait des cours d'écriture journalistique dans le cadre du diplôme universitaire d'ingénierie culturelle. Il y a de quoi s'étrangler ou se couper les veines avec sa cravate. 2 remarques, comme ça en passant. Premièrement, comment Madame Coffin a-t-elle pu tolérer d'associer son nom à celui d'une institution qui se rattache à l'Église catholique, une structure qui travaille depuis 2000 ans à faire perdurer la domination du patriarcat? Il faut croire que l'argent n'a vraiment pas d'odeur, ou alors peut-être cherchait-elle à convertir de l'intérieur ses petits élèves au mérite du lesbianisme militant. Deuxième cas, comment l'Institut catholique de Paris, censé se rattacher à l'Église catholique, a-t-il osé salarier une telle professeuse, sachant à l'évidence que la dite professeuse était une combattante anti-catholique hystérique. L'Institut s'est montré très zélé en d'autres occasions pour écarter ou ne pas renouveler le contrat d'enseignant jugé trop à droite ou un peu trop catho. J'ai bien un petit élément de réponse commun aux 2 questions. Madame Coffin n'a vu aucun problème à enseigner à la Cato, et la Cato n'a eu aucun problème à salarier Madame Coffin, car la Cato est peut-être au catholicisme ce que la Corée du Nord est à la liberté. Mais j'y pense, nous pourrions tenter de proposer à la Cato de recruter Zemmour pour ce fameux cours d'ingénierie culturelle et écriture journalistique. Ce n'est pas une bonne idée, ça? Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. La plateforme de diffusion américaine Netflix vient de sortir un nouveau produit destiné à faire battre à travers le monde les petits cœurs épris de romantisme et de jolis paysages de cartes postales. Cette série s'appelle Emily in Paris. Emilieski da Periscope en russe et Émilie à Paris en français dans le texte.
Émilie est une jeune américaine pimpante et souriante. Émilie, je t'aime, tu me bottes, qui débarque de son Chicago natal pour venir faire du marketing à Lutèce et connaître 1001 aventures. Et là, au miracle télévisuel, elle fait irruption, telle Mary Poppins qui batifole gaiement au milieu d'un dessin aux couleurs pastel, dans une ville chic et charme, une capitale telle que vous ne l'avez jamais vue. Une ville propre, pas de tags, pas de poubelles, pas de détritus sur les trottoirs, pas d'emballage de kebab déversant le reste de harissa sur le goudron, pas de gros rats dodus qui vous mordillent les mollets. Une ville sûre, pas d'agression au point du jour, ni à la tombée de la nuit, pas de tentative d'égorgement, pas de portefeuille piqué par les roms au détour d'un tourniquet de métro, pas d'accident de trottinette, pas de vélo électrique, bulldozer pour vous tailler vite fait le pantalon en short. Une ville belle où Émilie déambule le long d'avenues bordées d'immeubles haussmanniens impeccables, rayonnant de la jolie pierre de taille blonde de Paris ou de coquettes maisonnettes datant de Molière ou de Marivaux et ayant échappé à la destruction des bulldozers. Une ville aimable, où il y a plein de Français qui ont des têtes de Français, où toutes les Parisiennes sont élégamment perchées sur de jolis talons et où tous les Parisiens ont un sourire charmeur et irrésistible, semblable à celui de Monsieur Berne. Paris, quoi? Enfin, un Paris comme il n'en existe plus, un Paris comme on n'en fait plus. Comment dit-on dans ces cas-là? Publicité mensongère. Effectivement, il apparaît à peu près certain que Madame Anne Hidalgo, la folle dingo de l'hôtel de ville, la verte qui nous fait voir rouge, n'a pas été sollicitée comme conseillère scénaristique et esthétique de la série, si c'était pas dommage. Il se murmure en coulisses que la mairesse est très déçue. Pensez donc, le spectateur doit se priver des flamboyantes Corona-pistes cyclables bordées de bons gros blocs de béton et de quilles en plastique jaune, ou des ribambelles de panneaux sens interdit jour rouge vif délimitant les secteurs sans voiture. Il y en a 4313 sur 50 mètres entre la rue d'Alésia et la rue de Vouillé. Si, je vous assure, je les ai comptés. Pauvre Hidalgo, comme tout ce qu'elle fait depuis des années, ne faisait pas fantasmer à l'international. Netflix a préféré faire l'impasse sur tout ça pour mieux vendre du rêve, pour mieux mettre en scène le Paris que tout le monde aime, et tant pis si ce n'est pas celui du bobo socialo-écolo. En toute logique, il y a des esprits chagrins qui protestent pour dire que Netflix fait dans le cliché. Ah, dame, oui, pour sûr. Mais les clichés, ça fait du bien de temps en temps. Ça prouve que si nos élus y mettaient un peu du leur, ils pourraient rendre à notre pauvre capitale bien amochée toute sa beauté et la faire rayonner avec éclat à travers le monde entier. Sur ces considérations pleines d'espérance, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Après l'horrible assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, hélas suivi de l'horreur de Nice, nous avons vu se multiplier, une fois de plus, toutes les cérémonies officielles et officieuses de circonstance, marches bleues, blanches et rouges, accompagnées de tout l'attirail de la pleurnicherie républicaine, banderoles, bougies, ballons, j'en passe et j'en repasse. De la Bastille à la Concorde, en passant par la Sorbonne, se sont étirés de longs cortèges larmoyants de ceux qui s'étonnent de la barbarie et de la violence islamiste, alors qu'ils font tout pour la faire exploser depuis des années. Mais le plus pathétique, ce sont les panneaux improvisés sur des bouts de carton que l'on a vu fleurir dans les rues pour honorer la mémoire de l'innocente victime. Je les cite. « La République n'accepte pas la décapitation. » Autre citation. « Pas de place pour la décapitation en République. » Et autre chose du même acabit.
Triste ironie de l'histoire, le malheureux Paty a été décapité le jour même où l'on commémorait la décapitation de feu notre pauvre reine Marie-Antoinette qui n'en demandait pas tant. Ainsi donc, si nous écoutons nos manifestants professionnels, il paraîtrait que la République ne peut supporter la décapitation. Tiens donc, nous n'avons pas dû suivre les mêmes cours d'histoire. Sortir des âneries pareilles pour saluer la mémoire d'un professeur d'histoire, c'est quand même un comble. La Révolution française, et avec elle la République, la première d'entre toutes qui s'est abattue sur notre France bien-aimée, s'est précisément installée en faisant un usage, comment le dire, un usage assez massif de la décapitation. Elle a lancé, fait prospérer, perfectionné l'appareil intelligemment conçu par le docteur Antoine Louis et défendu devant la jeune Assemblée nationale par le sieur Joseph Ignace Guillotin, à savoir la guillotine qui porte d'ailleurs son nom. La décapitation est même devenue la spécialité de notre bonne première République, un véritable livre des records. En quelques mois, elle l'a essayé sur à peu près tout le monde, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des nobles, des domestiques, des savants, des ignorants, des prêtres, des religieuses, un roi, une reine, des poètes et des marchands, des coupables non coupables et surtout de bien sympathiques Français comme vous et moi qui n'avait rien demandé à personne, un peu comme Samuel Paty en somme. Et pour parachever l'œuvre de décapitation, les têtes des révolutionnaires sont tombées à leur tour. On fait difficilement plus universel comme pratique. Et l'ami Guillotin pouvait être fier, sa machine affichait 0 défaut, les têtes tombaient sans coup férir, de façon aussi régulière que la pluie en Écosse. L'on estime qu'environ 20 000 personnes auraient bénéficié, pendant la Révolution française, de l'invention merveilleuse de M. Guillotin, avec un pic de 1500 têtes coupées en 4 semaines au début de l'été 1794. Il est donc assez cocasse d'entendre aujourd'hui les laudateurs de 1793, du genre Mélenchon par exemple, nous expliquer que la République n'a rien à voir avec la décapitation. En fait de barbarie, la flamboyante République en connaît un rayon. Il est donc difficile de donner des leçons de non-décapitation aux terroristes décapiteurs dans ces conditions. Il y aurait pourtant un moyen plus simple et qui ne tordrait pas autant l'histoire que ces ridicules ou détestables panneaux républicains en carton. Il suffirait de parler non de la République, mais de la France, tout simplement. Car c'est la France charnelle qui est blessée au cœur et non la République abstraite. Et cette France charnelle souffre simplement aujourd'hui de ne plus avoir personne de digne à sa tête, car en fait, elle n'a plus de tête et elle le paie très cher. Sur ces considérations hautement politiques, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. L'un de nos amis téléspectateurs de TV Liberté nous a fait part d'une anecdote bien intéressante, mais également bien attristante. Dans un beau petit village de la majestueuse Savoie, une bien sympathique boulangerie indiquait récemment sur sa vitrine qu'elle utiliserait désormais exclusivement de la gélatine de poisson pour la fabrication de ses diverses gourmandises. C'était son droit le plus strict, nous sommes bien d'accord. Cela dit, un fidèle client de cette boulangerie décida d'en avoir le cœur net et demanda à la direction de l'établissement les raisons de son choix. Et l'affaire se compliqua soudain. Bien embarrassés, les patrons se lancèrent dans des explications fumeuses, indiquant que la gélatine de poisson était plus propre. Oui, d'accord, mais plus propre que quoi ? La morue vivant dans l'eau prend son bain tous les jours et elle est donc toute proprêtre, c'est certain. Mais la vraie question posée par le client au boulanger était simple. La gélatine de poisson est plus propre que quoi ? Et là, consternation.
Les patrons de la boulangerie indiquèrent que la gélatine de poisson était plus propre que le porc, que le gros cochon dégoûtant, que le grassouillet cochon rose que nous aimons tant. Et si les patrons de la boulangerie avaient pris la décision de ne plus utiliser le bon gros porc pour se servir désormais de gélatine de poisson, c'est parce que des voisins bien attentionnés, issus de l'immigration, mais c'est un hasard, avaient exigé qu'il en soit ainsi. Les sympathiques patrons de cette sympathique boulangerie avaient purement et simplement décidé de se soumettre à la dictature islamiste qui impose partout le halal. Ils souhaitaient endormir la grogne de quelques apprentis dictateurs, adeptes d'une religion que je ne nommerai pas pour ne pas encourir la censure sur les réseaux sociaux. Résultat de cette course à la soumission à la religion non nommable. Toute la clientèle de la boulangerie est condamnée à se soumettre à un impératif religieux minoritaire mais dictatorial. Quelle sera la prochaine étape ? La suppression des religieuses ou du Saint-Honoré pour atteinte à la laïcité, la fin des croissants au motif que cette sympathique viennoiserie a été mise au point pour commémorer la fabuleuse victoire des troupes de la chrétienté sur les Ottomans à proximité de Vienne en 1683. Là, je dérape. En parler pourrait donner des idées à quelqu'un. D'ailleurs, à propos de Vienne, malheureusement, cette ville vient d'être à son tour touchée par des attentats islamistes. Mais ce n'est pas tout. La petite communauté musulmane du village ne s'est pas contentée de demander l'introduction de la gélatine sous-marine. Ils se sont également mêlés des relations de voisinage de la boulangerie. Celle-ci, en effet, possède une porte commune avec une boutique de spécialités savoyardes qui offre pêle-mêle à la vente fromage fondant, jambon fumé et saucisson dodu. Inacceptable. Le fumet de ces délicieuses gâteries risquait en effet de contaminer les pâtisseries et de les rendre impures. Tout halal, rien arabe, non mais des fois. Les patrons de la boulangerie se sont soumis une seconde fois et ont condamné la fameuse porte. Nous pensions naïvement que le risque de dictature islamique devenait fort probable à partir de l'année 2050. Au train où vont les choses, il se peut que cette dictature se mette en place bien avant la moitié du siècle. Sur ce constat bien dramatique, je vous souhaite tout de même un très bon week-end et vous dis à lundi prochain.